Merci beaucoup. Avant de commencer ma conférence, je voudrais juste présenter mes discutants. Donc, à ma droite, Haitham El Aswad, qui est un Syrien dont l'expérience a inspiré l'ABD Haitham une jeunesse syrienne, dont je vous recommande la lecture. Et à ma gauche, Majd Boubayed, qui est juriste, syrienne également. Je voudrais remercier les organisateurs du festival pour leur invitation et vous remercier d'être venus ce soir. Donc je ne vais pas faire une présentation générale des trois axes, je vais aller directement dans le vif du sujet. En vous parlant d'abord de ce premier des trois R qui m'intéresse ici, qui est la reconquête. Donc ce que j'entends par reconquête, c'est la reconquête, ou en tout cas la volonté de reconquête par le régime des territoires syriens qui lui échappent encore. Donc après la contre-offensive que le régime a menée depuis 2016 avec le soutien de la Russie et de l'Iran et qui l'a amené à reprendre toute une série de régions. Ces projets de reconquête du régime ils concernent aujourd'hui trois zones bien distinctes avec chacune une trajectoire spécifique que je vais expliquer. Au nord, ici, une zone qui est sous contrôle direct de l'armée turque et de groupes de l'armée syrienne libre alliés à la Turquie, qui est donc une zone que la Turquie a pris donc il y a la zone d'Arzaz, la zone d'Elbap que la Russie a pris que la Turquie a pris en 2016, et le canton d'Afrin que la Turquie occupe depuis l'année dernière, depuis début 2018. Il y a une autre zone qui est également sous influence turque, mais d'une manière différente, ce qu'on pourrait appeler le Grand Idlib. Je dirais que d'une manière différente, parce que alors que dans le nord, la Turquie contrôle directement militairement ses territoires, ici, elle a simplement des avant-postes, une sorte de force d'interposition très légère. Donc elle n'administre pas, elle ne contrôle pas directement ces territoires qui restent administrés par des groupes rebelles, et le plus puissant d'entre eux, c'est Hayat Tahrir al-Sham, anciennement connu sous le nom de Jabhat al-Nusra, qui était jadis la branche syrienne d'Al-Qaïda. Et la troisième zone dont il va être question ici, c'est tout ce qui se situe à l'est de l'Euphrate. C'est la zone administrée par le parti kurde PYD, est protégée militairement par les États-Unis et à titre subsidiaire par d'autres pays occidentaux comme la France. Chacune de ces régions a des caractéristiques spécifiques et je pense que leurs trajectoires futures seront différentes. Commençons par la situation la plus simple qui est cette région directement contrôlée par l'armée turque. J'ai tendance à penser qu'elle restera contrôlée par l'armée turque pour très longtemps. Ce qu'on observe dans cette région, c'est une sorte d'annexion rampante avec l'installation de services publics turcs. Les postes turcs, par exemple, ouvrent des bureaux dans cette région. La région est raccordée au système électrique turc. Et on peut imaginer que ça va devenir une sorte de réplique en Syrie de ce qui est connu sous le nom de République de Chypre du Nord, donc cette partie de l'île de Chypre à majorité turcophone qui est de fait contrôlée par la Turquie depuis les années 70. La Turquie ne compte vraisemblablement pas abandonner cette région, qu'elle considère comme une sorte de ligne de défense avancée contre le PKK, donc le parti séparatiste kurde, qui opère en Turquie, mais dont la branche syrienne est le PYD, qui contrôle ces régions ici à l'est de l'Euphrate. Donc voilà, je pense qu'ici on est dans une région où il se passera probablement assez peu de choses à l'avenir. Venons-en maintenant à une région où je dirais que malheureusement il se passe beaucoup de choses pour l'instant, c'est-à-dire des combats extrêmement violents, des bombardements quotidiens. C'est la région du Grand Idlib. Alors pourquoi on l'appelle le Grand Idlib? Parce qu'il s'agit de la province d'Idlib plus des morceaux de provinces voisines, le nord de la province de Hama, l'est de la province de Latakia, ici, le nord de la province de Hama, et l'ouest de la province d'Alep. On simplifie en parlant de Grand Idlib. Et là, on peut dire que c'est une région qui est plus vulnérable et où le régime est dans une situation plus favorable. D'abord, je l'ai dit, parce que le rôle de la Turquie n'est pas le même. Dans le nord, si le régime tentait de reprendre ces régions ici,
il serait directement confronté à l'armée turque présente en nombre important. Alors qu'à Idlib, comme je l'expliquais, il y a simplement une sorte de ribambelle d'avant-postes turcs assez légèrement équipés qui sont supposés faire interposition entre les belligérants, mais qui n'ont sans doute pas les moyens de s'opposer à une offensive de grande envergure. Il y a un autre avantage pour le régime dans cette région, c'est que, alors que dans le nord, dans la partie sous contrôle direct de l'armée turque, les groupes rebelles syriens sont des groupes qui se revendiquent tous de l'armée syrienne libre, ce ne sont pas des groupes proscrits internationalement. À Idlib, le groupe dominant, Hayat Tahrir al-Sham, est inscrit sur la liste noire des organisations terroristes d'un certain nombre d'États occidentaux, mais également de la Turquie. Alors même si dans les faits la Turquie traite avec ce groupe de manière pragmatique, mais légalement c'est un groupe considéré comme terroriste par la Turquie. Ce à quoi on peut ajouter, alors il y a aussi des groupes de l'armée syrienne libre dans cette région, mais donc le plus important c'est Hayat Tahrir al-Sham, et on peut ajouter une série de petits groupes qu'on pourrait qualifier d'ultra-djihadistes, qui se revendiquent du djihad international tel qu'il était prôné par Al-Qaïda par exemple l'organisation Khuraseddin, les gardiens de la religion. Alors la présence de tous ces groupes évidemment c'est un instrument, enfin en tout cas est utilisé, je dirais, comme un prétexte par le régime pour justifier son offensive actuelle contre la province d'Idlib, même si les victimes des bombardements sont essentiellement des civils. Il y a une autre raison pour laquelle les choses bougent, et encore une fois je l'ai dit, c'est plutôt pour le pire dans cette région actuellement, c'est que c'est une région qui est très importante pour le régime, pas tellement de manière intrinsèque, mais parce que il y a deux autoroutes importantes qui traversent la région d'Idlib, qui est l'autoroute qui relie Damas à Alep et l'autoroute qui relie Latakia à Alep. Donc des voies de communication très importantes dont le régime souhaiterait reprendre le contrôle. Et donc c'est la raison pour laquelle depuis le mois d'avril, le régime soutenu par la Russie mène cette offensive extrêmement meurtrière contre la région d'Idlib, en dépit des accords qui avaient été signés l'an dernier entre la Turquie et la Russie à Sochi, précisément pour empêcher une telle offensive. Alors, les choses ne sont pas faciles pour autant pour le régime. Je dis que le régime a lancé son offensive au mois d'avril, et il n'a pour l'instant repris que, grosso modo, quelques localités à la limite du territoire du Grand Idlib. Alors non seulement il n'a pas réalisé d'avancées très spectaculaires, il a pris essentiellement 2 localités importantes et puis une série de villages, mais le régime a même réussi à perdre le contrôle de régions qu'il n'avait jamais perdues depuis le début de la guerre. Et cela en dépit d'un déséquilibre total des moyens, puisque vous avez des rebelles et de l'autre côté vous avez l'armée syrienne soutenue par l'aviation russe. Le régime dans cette région comme ailleurs durant tout le conflit, souffre d'un problème d'effectifs loyaux et bien entraînés. Et ce qu'on voit, c'est que, en général, quand le régime grignote une partie du territoire des rebelles, c'est presque toujours en utilisant les mêmes unités d'élite, telles que ce qu'on appelle les forces du Tigre. Mais donc, le régime ne peut pas s'appuyer sur des troupes extrêmement nombreuses pour reprendre ce territoire. Il y a aussi une différence par rapport à ce qui s'est passé en 2016, je pense par exemple à la bataille d'Alep. Qu'est-ce qui avait fait la différence dans la bataille d'Alep et qui avait permis au régime de reprendre les quartiers est d'Alep aux rebelles? Alors il y avait certes les bombardements russes extrêmement violents, mais il y avait aussi le fait que l'Iran avait dépêché sur place un corps expéditionnaire de plusieurs milliers de combattants, notamment recrutés en Irak et au Liban, qui avait réellement fait la différence sur le terrain. Or ici, l'Iran ne participe pas de manière importante à cette offensive. Pour des raisons assez complexes, notamment le fait que l'Iran, depuis un certain temps, fait profil bas en Syrie, notamment en raison des frappes israéliennes récurrentes. Vous entendez peut-être régulièrement que l'aviation israélienne bombarde des bases iraniennes en Syrie, ce qui oblige l'Iran à faire profil bas en termes de déploiement militaire. On peut imaginer qu'il y a aussi une forme de tension entre l'Iran et la Russie, puisque la Russie, bien qu'elle contrôle l'espace aérien de la Syrie, ne fait rien pour s'opposer aux frappes israéliennes contre des objectifs iraniens.
et que donc les Iraniens n'ont pas réellement envie de rendre ce service à la Russie et donc de dépêcher à nouveau des troupes pour aider une offensive qui est, cette offensive sur Idlib, qui est vraiment commandée par la Russie. Il y a aussi une différence avec ce qui a pu se passer, par exemple, l'an dernier. L'an dernier, le régime a repris le contrôle du sud, des provinces de Deraa et Quneitra, du nord de la province de Homs. Dans les deux cas, il y avait eu assez peu de combats parce que très vite, le régime avait réussi à retourner ou à neutraliser certaines factions, à signer ce qu'ils appellent des accords de réconciliation. C'est évidemment pas des réconciliations, c'est plutôt des accords de reddition. Mais un certain nombre d'unités rebelles importantes avaient tout simplement cessé le combat dès les premiers jours et s'étaient rendues sans réelle résistance. C'est pas du tout un phénomène qu'on observe dans la région d'Idlib, notamment parce que les factions rebelles locales ont très vite arrêté les gens qui auraient été tentés par un accord avec le régime. Bon, il y a aussi une autre chose qui est fondamentale, c'est que depuis 2016, chaque fois que le régime a repris des territoires aux rebelles, il y a une partie de la population, en général la majorité, qui est restée dans les zones que reprenait le régime, et une partie donc constituée de combattants, d'activistes ou de gens simplement qui craignaient le retour du régime, qui craignaient pour leur sécurité, qui obtenaient le droit de quitter cette région suite à des accords avec le régime et qui presque systématiquement allaient se réfugier ici dans la province d'Idlib, qui est un peu devenue une sorte de refuge pour tous ces gens qui ne voulaient pas rester dans les zones reprises par le régime. Dans la mesure où Idlib est un peu le dernier de ces refuges, vous avez là-bas des gens qui n'ont plus rien à perdre et qui ne veulent évidemment pas voir le régime revenir. Alors une dernière chose qui explique pourquoi la ligne de front n'a pas beaucoup bougé depuis le mois d'avril, c'est qu'on a dans cette région des troupes rebelles qui sont relativement expérimentées et déterminées pour la raison que je viens d'expliquer. Ce sont des gens qui n'ont plus d'échappatoire, si vous voulez, plus d'endroits où se réfugier s'ils venaient à perdre la bataille. Et ça explique pourquoi cette bataille est tellement violente et tellement destructrice pour les civils. C'est ce qu'on voit, c'est que le régime met en œuvre, le régime et la Russie, une nouvelle fois cette stratégie de la terre brûlée qui a été mise en œuvre depuis le début du conflit, depuis 2012, donc en vue de faire pression sur la population et de faire pression par la population, c'est-à-dire de déplacer la population pour faire pression sur les rebelles et sur les États qui les soutiennent, comme la Turquie, donc en une sorte de chantage à la vague de réfugiés. Et donc on voit ces bombardements massifs, mais à une échelle et avec une intensité qui est peut-être sans précédent dans le conflit. On estime qu'il y a peut-être 400 à 500 000 personnes qui ont été déplacées depuis le mois d'avril à l'intérieur de cette région. Et je dirais on a l'habitude, malheureusement, depuis le début du conflit, de voir que les localités, les villes qui sont reprises par le régime sont détruites dans une grande partie, mais ce qu'on voit dans la province d'Idlib pour l'instant, c'est un degré de destruction, quand on regarde les images satellites, qui est encore un niveau supérieur à ce qu'on avait vu par le passé, c'est-à-dire qu'en gros, quand le régime reprend une petite ville ou un village, je pense qu'on peut dire qu'absolument chaque maison est aplatie comme une crêpe par les bombardements. Il n'en reste rigoureusement rien. Donc ce que le régime reprend, c'est même plus vraiment des villages ou des villes, c'est juste des champs de décombres. Alors, la grande inconnue dans cette région, c'est ce que va être l'attitude de la Turquie. Donc la Turquie est dans une position très ambiguë. Elle soutient jusqu'à présent les rebelles sur le plan logistique. Vraisemblablement, elle envoie des armes aux rebelles pour leur permettre de faire face à l'offensive du régime. Pourquoi ? Parce que la Turquie ne veut pas voir le régime revenir dans cette région, essentiellement, d'abord pour une question de réfugiés. Elle sait que si le régime reprend la région d'Idlib, il y aura un nouvel afflux de réfugiés syriens vers la Turquie. Et vous savez peut-être que la question des réfugiés en Turquie, c'est devenu une question extrêmement sensible, dont on peut peut-être dire que c'est elle qui a coûté la mairie d'Istanbul à l'AKP. Donc le mois dernier, il y a eu ces élections municipales à Istanbul, donc une ville que le parti au pouvoir en Turquie contrôlait depuis les années 90, donc il contrôlait depuis avant même qu'il soit le parti au pouvoir, et qu'il a perdu face à l'opposition kémaliste du CHP.
Et vraisemblablement, une des questions qui a fait basculer la majorité du côté du JEP, c'est cette question des réfugiés syriens. Et malheureusement, on a l'impression que le débat politique en Turquie aujourd'hui s'apparente parfois à une sorte de surenchère anti-syrienne. Voilà, donc la Turquie aujourd'hui non seulement ne veut pas voir de nouveaux Syriens arriver sur son territoire, mais on sait aussi qu'elle a commencé à renvoyer de force un certain nombre de Syriens dans la région d'Idlib. Et qu'elle a donc besoin que cette région d'Idlib reste hors de contrôle du régime pour pouvoir y envoyer des réfugiés, ou y renvoyer des réfugiés. Il y a un autre aspect, c'est que, je vous ai dit que cette région, la Turquie comptait la garder, hein, l'extrême nord de la province d'Alep. Si le régime venait à reprendre Idlib et arriver ici, à la limite sud de ces régions contrôlées par l'armée turque, on peut imaginer qu'il rendrait la vie difficile à l'armée turque. Alors, il y a déjà une insurrection du PYD dans ces régions. Il y a couramment des attentats, des embuscades qui coûtent la vie à des soldats de l'armée turque, à des rebelles syriens, à des civils également. On peut imaginer que si le régime arrivait jusqu'à la frontière de ce territoire, il se ferait un plaisir d'envoyer des armes, d'aider au passage de combattants kurdes qui mèneraient des opérations contre l'armée turque dans cette région. Un autre aspect, et alors là, je suis désolé, mais c'est une question extrêmement complexe, qui est d'autant plus complexe parce qu'on ne sait pas exactement quelles sont les intentions des différentes parties et où ça va nous mener. Mais on sait aussi qu'il y a cette... je sais clarifier mon propos. Je dirais que d'un côté, la Turquie est tentée de soutenir les rebelles. De l'autre, on sait aussi que la Turquie se rapproche de la Russie. Et que la Turquie a des relations compliquées avec les États-Unis. Vous avez peut-être entendu parler de la question des missiles S-400, donc ces missiles russes de défense antiaérienne que la Turquie vient d'acheter à la Russie et qui ont amené à l'exclusion par les États-Unis de la Turquie du programme d'avions F-35. Donc c'est une crise significative entre la Turquie et les USA qui sont pourtant alliés au sein de l'OTAN. Et la Turquie a également un autre sujet de tension avec les États-Unis et donc potentiellement de rapprochement avec la Russie, qui est que la Turquie, je vais y arriver tout de suite, veut instaurer une zone tampon, une zone de sécurité qu'elle contrôlerait dans le nord de cette région, qui est contrôlée par son ennemi, le PYD. Et donc j'en arrive à cette troisième région qui se situe à l'est de l'Euphrate. Donc on a cette grosse pression turque continue depuis des mois. La Turquie déploie ses troupes à la frontière, donc le long de la frontière ici, en menaçant d'intervenir contre le PYD, demande l'établissement donc de cette zone tampon qui ferait 32 km de profondeur. Bon, le PYD dit c'est inacceptable. Récemment, ils ont dit peut-être 5 km si vous êtes gentil, mais de toute façon pas 5 km qui seraient contrôlés par la Turquie, mais par des États neutres. Et entre les deux, évidemment, on a les États-Unis qui sont... et ça, essentiellement, je dirais, du fait de la personnalité de la personne qui préside les États-Unis aujourd'hui, c'est très difficile à lire et à prédire. Les États-Unis qui garantissent pour l'instant la protection. Pardon ? Elle ne marche pas ? Si. Les États-Unis, je dirais, sont le garant de la protection de cette région, en tout cas de la protection de l'administration kurde dans cette région. À la fin de l'année dernière, Donald Trump a tweeté qu'il allait se retirer, donc il allait retirer les troupes américaines dans un délai de quelques semaines, avant de revenir sur sa décision. Et aujourd'hui, je dirais le compromis, ça a été que les États-Unis vont réduire leur effectif, mais rester, donc garder quand même quelques centaines d'hommes dans la région, et peut-être plus important que quelques centaines d'hommes, ils gardent aussi une présence aérienne, qui fait évidemment le poids militairement, vu la puissance de l'aviation américaine. Ils ont également demandé à leurs alliés, notamment français, d'envoyer des troupes supplémentaires dans cette région. Et donc, je dirais que l'avenir de cette région est extrêmement incertain. C'est-à-dire, est-ce que les États-Unis vont réussir à négocier un compromis entre la Turquie, qui reste malgré tout leur allié, au moins pour l'instant, et les Kurdes du PYD? Est-ce que la Turquie va passer en force, entrer militairement dans cette région sans attendre l'accord des États-Unis,
ou en attendant éventuellement un retrait des États-Unis qui pourrait survenir, puisque, comme j'ai dit, M. Trump est quand même relativement imprévisible, on ne sait jamais ce qui peut lui passer par la tête. Voilà, donc là on a une série de scénarios, et je ne veux pas faire Madame Soleil, c'est très difficile à deviner. Ce qu'on peut simplement imaginer, c'est que si la Turquie attaquait cette région, on verrait sans doute les Kurdes du PYD se tourner vers le régime et vers la Russie pour obtenir leur protection. Et en fait, et c'est là ça nous renvoie à cette question de la reconquête, négocier avec le régime un retour du contrôle du régime sur ces régions, donc en échange d'une forme de protection où le PYD garderait une autonomie peut-être très limitée, peut-être notamment dans le domaine culturel, dans les régions à majorité kurde. Je vais en venir maintenant à la deuxième dynamique qui m'intéresse ici, qui est celle de la restauration du contrôle du régime sur les régions qu'il a déjà réussi à reprendre. Alors, ce qu'il faut souligner, c'est que ce n'est pas simplement un retour à la situation d'avant 2011. Je dirais que malheureusement, c'est bien pire que ça. Ce n'est pas le même régime qui revient aujourd'hui. Alors, il n'était certainement pas... je dirais, il n'y avait pas grand-chose de positif dans ce régime avant 2011, mais le régime tel qu'il revient aujourd'hui, je dirais que tous ces traits négatifs ont été accentués par la guerre. Il est plus exclusif sur le plan politique. Ces tendances mafieuses et de prédation se sont affirmées. Il est aussi plus fragmenté, du fait de l'existence de différentes milices, du fait de l'influence de ses patrons étrangers, de l'Iran et de la Russie, qui sont parfois rivaux, je vais y revenir. Que c'est aussi un régime qui a moins de ressources, par exemple pour les services publics. Donc, parlons de ressources. Je dirais que dans presque toutes ces régions, la première chose qui s'est passée au moment du retour du régime, ça a été un pillage systématique des maisons par les troupes du régime, des arrestations, y compris parfois de gens qui étaient partis au moment des combats, qui sont revenus en faisant d'une certaine manière confiance au régime pour ne pas attenter à leur sécurité et qui ont malgré tout été arrêtés ou qui ont disparu. Un certain nombre de personnes qui ont été assassinées ou comme j'ai dit, qui ont disparu, ce qui malheureusement revient souvent au même. Donc, toute une série d'événements qui ont reconstruit ce qu'on appelle le mur de la peur. En 2011, beaucoup de révolutionnaires syriens disaient que leur grande victoire, c'était d'avoir abattu le mur de la peur que la famille Assad avait érigé pendant des décennies. Ben là, on peut dire que dans pas mal de régions, ce mur de la peur, il est reconstruit. Alors, il y a aussi des arrestations aussi simplement pour de conscription, toute une série de jeunes hommes qui sont en âge de faire leur service militaire ou qui ne l'ont pas fait du fait de la guerre, qui sont arrêtés et parfois envoyés sur le front, par exemple à Idlib. De manière très symbolique, mais c'est évidemment un symbole très lourd, on reconstruit les statues de Hafez al-Assad, le père de Bachar, pour bien marquer que le régime et le culte de la personnalité qui le caractérise sont de retour. Et ce qui est d'autant plus choquant, c'est que parfois on reconstruit ces statues alors qu'on ne reconstruit rien d'autre. Vous avez ces images tout à fait frappantes de ronds-points qu'on a reconstruits avec une statue dorée au milieu d'un quartier complètement en ruine où on n'a pas reconstruit un seul immeuble. On a bien sûr dissous les conseils locaux révolutionnaires qui avaient été établis quand l'opposition contrôlait ces régions. Il y a aussi des obstacles au déplacement des gens. Par exemple, dans la Ghouta, certains gens peuvent pas réellement quitter leur quartier, ou alors ils ont besoin de permissions spéciales des services de renseignement pour se déplacer. Ou parfois les gens ont peur de se déplacer par crainte d'être arrêtés. Alors, je viens de parler des autorités locales, des conseils locaux et du fait que le régime est plus exclusif qu'il ne l'était avant. C'est de manière presque caricaturale. On a, en 2018, procédé à des élections municipales en Syrie, alors qu'ils n'étaient bien sûr pas des élections libres, mais je dirais qu'elles étaient encore moins pluralistes qu'elles ne l'étaient avant 2011. Il faut savoir qu'en Syrie, il y a un parti hégémonique qui est le parti Baas, mais il y a aussi des petits partis qui sont alliés au Baas, qui sont généralement d'accord avec le Baas sur à peu près tout, et qui avaient historiquement une petite part du gâteau, notamment au niveau des élections municipales. Et ce qu'on a constaté aux dernières élections, c'est que le Baas a obtenu une plus grande part du gâteau au détriment même d'autres partis qui pourtant n'ont jamais été des partis d'opposition, comme le Parti social national syrien, qui a perdu des sièges, c'est-à-dire que même ces loyalistes ont perdu des sièges au détriment du Baas.
Donc je dirais que le régime ne récompense pas les loyalistes, mais les ultra-loyalistes. Alors, j'ai parlé de la prédation de la criminalité. Une partie des populations des régions qui sont reprises par le régime, elles espéraient au moins que, bon, elles savaient bien qu'avec le retour du régime, toute idée de liberté s'évanouissait, mais que peut-être il y aurait une amélioration des conditions matérielles. Or, je l'ai dit, il y a très peu de reconstruction. Alors ça dépend, ça varie fortement d'un endroit à l'autre, mais le rétablissement des services publics n'est pas du tout à la hauteur des espérances. On a des milices qui se servent sur la population via des impôts de protection de type mafieux, des enlèvements pour rançon, des trafics divers. Alors, il y a eu des tentatives, notamment de la Russie, de limiter ces exactions, de demander la dissolution de certaines milices et de les intégrer dans une sorte de nouveau corps d'armée qui a été créé par la Russie, qui s'appelle le 5e corps, pour essayer de récupérer tous ces éléments un peu disparates et de les réorganiser. Et ce qu'on constate, c'est que certains chefs de milice sont simplement, je dirais, si la Russie leur cherchait des problèmes, ont cherché la protection de l'Iran, par exemple. Parce qu'il semble qu'il y a réellement une rivalité entre la Russie et l'Iran pour le contrôle de toutes ces milices pro-régime, également pour le contrôle d'anciens groupes rebelles qui ont changé de camp, qui ont été, si vous voulez, forcés de changer de camp avec le retour du régime. Et donc il y a vraiment une rivalité entre la Russie et l'Iran pour le contrôle de tous ces groupes paramilitaires. C'est un problème qui est particulièrement aigu dans cette région-ci, la province de Deraa, parce qu'il y a eu là des accords très spécifiques qu'on pourrait appeler des accords de neutralisation. C'est-à-dire que la Russie a signé avec certains groupes rebelles des accords en vertu desquels il cessait le combat, mais le régime n'entrait pas dans certaines localités. Et jusqu'à présent, il y a des localités où les rebelles ont gardé leurs armes et donc, le régime reste en lisière de ces localités. Et les rebelles font, je dirais, office de force de maintien de l'ordre au niveau local. C'est une situation qui est très instable et qui vraisemblablement ne va pas durer de manière indéfinie. Ça génère toute une série de problèmes. D'abord, les habitants de ces localités qui restent en fait sous contrôle de groupes rebelles sont perçus comme des terroristes par le régime. Ils sont souvent bloqués dans ces localités. S'ils cherchent à les quitter, à se déplacer, il y a des risques avérés d'arrestation et de disparition aux barrages tenus par le régime. Il y a un certain nombre d'incidents armés entre ces rebelles neutralisés et le régime, et aujourd'hui on entend certaines voix au sein du régime qui menacent de mener des opérations militaires pour reprendre le contrôle définitif de ces localités. Et on a aussi des assassinats assez mystérieux d'anciens chefs rebelles qui, entre guillemets, réconciliés. Alors il y a plusieurs thèses, il y en a qui pensent que ça serait une sorte de renouveau de groupes rebelles qui refusent ces réconciliations. Mais il y a une autre hypothèse qui est qu'en fait, on a une sorte de règlement de compte, qu'en gros, des chefs rebelles qui ont été cooptés par la Russie seraient assassinés par l'Iran et les alliés de l'Iran, comme le Hezbollah libanais, et peut-être qu'inversement, des rebelles qui auraient été cooptés par l'Iran seraient assassinés par les alliés de la Russie. Donc tout ça pourrait expliquer les tensions qui caractérisent cette province. Tout ça pour dire que finalement cette tentative d'intégrer les paramilitaires dans l'armée syrienne, au lieu de réhomogénéiser cette armée, ça peut amener à une fragmentation accrue, à une milicianisation de l'armée syrienne. J'en arrive au troisième et dernier volet de mon intervention, qui est la question de la reconstruction. Alors, vous pourrez me dire, la reconstruction, c'est une question économique, mais moi, je vais l'aborder sous l'angle essentiellement politique. D'abord parce que la reconstruction, c'est quelque chose qui est utilisé par le régime de manière assez délibérée pour empêcher le retour de populations qu'il considère comme dangereuses dans les quartiers qu'elles habitaient. Et ce qu'on voit par exemple autour de Damas, je dirais que un nombre important de quartiers autour de Damas ont constitué pendant des années un vrai danger pour la survie du régime, puisqu'ils étaient contrôlés par l'opposition, et qu'on voit clairement une volonté du régime de remplacer un certain nombre de quartiers populaires par des projets immobiliers
en théorie destinée aux classes supérieures, et donc d'empêcher le retour de ces populations locales qui sont perçues comme une menace. On a beaucoup parlé l'an dernier d'un décret, dit le décret numéro 10, qui était un décret par lequel, pour éviter de perdre leurs droits de propriété, les habitants de certains quartiers devaient faire valoir ces droits dans un délai de 30 jours. Y compris, ça concernait y compris des gens qui étaient parfois réfugiés à l'étranger ou dans d'autres régions, ou déplacés dans d'autres régions du pays. Le délai avait été finalement étendu à 1 an, notamment en raison de protestations du gouvernement libanais. Et ça, c'est très intéressant, parce que le gouvernement libanais est un gouvernement qui est en grande partie favorable au régime syrien, mais qui se rendait bien compte que l'intention du régime syrien, c'était d'empêcher le retour, notamment des réfugiés. Or, en particulier, c'est paradoxal peut-être, mais les partis pro-Assad au gouvernement libanais sont aussi les plus hostiles aux réfugiés syriens. Et c'est ceux qui veulent renvoyer de force, et qui d'ailleurs commencent à le faire, renvoyer de force les Syriens de l'autre côté de la frontière, et qui se rendent bien compte que le régime syrien n'a aucune envie de les reprendre. Bon, bref, quand on regarde, c'est presque de la science-fiction. Quand vous voyez les images de synthèse de ces nouveaux quartiers que le régime syrien veut construire autour de Damas, c'est délirant, on dirait Dubaï, mais évidemment sans l'argent de Dubaï, ni pour construire les immeubles, ni pour les acheter. On se demande bien qui va payer pour habiter là-bas. Et on se dit que finalement, l'important, en fait, c'est plus d'empêcher le retour des anciens habitants que réellement de construire quelque chose de nouveau. Alors, je disais qu'il n'y a pas d'argent nécessaire pour ce genre d'investissement et pour un tas d'autres, et essentiellement pour des obstacles qui sont souvent des obstacles politiques. D'abord, qui pourrait réinvestir en Syrie? On va commencer par les Syriens. Il y a un secteur privé syrien. Ce qu'il faut savoir, c'est que, quoi qu'on en dise, on entend souvent parler, c'est un peu un cliché, que la bourgeoisie syrienne est restée fidèle à Assad. Si on regarde les chiffres, il y a eu une énorme fuite de capitaux depuis 2011. Il y a eu des milliers d'hommes d'affaires syriens qui sont allés mettre leurs avoirs en sécurité dans les Émirats, en Égypte, en Turquie, qui ont aussi investi là-bas, qui ont créé des compagnies, développé des activités dans ces pays, et qui sont extrêmement réticents à l'idée de revenir en Syrie. Parce que, je dirais, vu du point de vue d'un homme d'affaires, c'est un environnement épouvantable pour investir. Les infrastructures sont détruites, il y a un manque de main-d'œuvre, le pouvoir d'achat de la population est très réduit pour des raisons évidentes, et puis vous avez toutes ces pratiques mafieuses du régime qui existaient déjà avant 2011, mais qui sont bien pires qu'auparavant. Donc bien sûr, le régime espère que la communauté internationale va verser les fonds nécessaires à la reconstruction. Bon, il y a toute une série de problèmes. D'abord, les alliés du régime, l'Iran et la Russie, n'ont pas l'argent, ou en tout cas ne veulent pas dépenser l'argent nécessaire à la reconstruction. Il faut rappeler ici un chiffre, on estime que le montant nécessaire à la reconstruction, c'est de l'ordre de 300 milliards de dollars. Alors, l'Iran et la Russie ont de l'argent pour mener des aventures militaires en Syrie et ailleurs, pas pour investir ce genre de sommes pour des projets d'infrastructure. Parmi les pays qui sont plutôt favorables au régime syrien, il y a la Chine, qui elle a certainement ce genre d'argent à débloquer, mais qui n'en voit pas l'intérêt. Il faut rappeler que la Chine, c'est un pays qui est encore dans une logique assez strictement économique, c'est un pays qui est dans une logique de rentabilité. La Chine investit, alors je ne parle pas des régions environnantes dans le Pacifique, etc., mais quand la Chine investit en Afrique, par exemple, c'est par rapport aux ressources, notamment minières, aux ressources pétrolières, etc., c'est dans un objectif de rentabilité. Or, la Syrie n'est pas un pays rentable. Il faut rappeler ici, c'est important, que le pays qui financerait la reconstruction de la Syrie le ferait à fonds perdu. Donc il ne le ferait pas pour des motivations économiques, il le ferait pour des raisons politiques. C'est pour ça que la Chine n'est pas intéressée. Et la Russie pense bien sûr que parmi ceux qui pourraient reconstruire la Syrie pour des raisons politiques, il y a les Occidentaux. Et donc la Russie a fait valoir deux types d'arguments. D'abord la question du retour des réfugiés. Elle a dit si vous payez, on va pouvoir faire rentrer les réfugiés en Syrie.
Elle a créé notamment une commission qui était censée superviser le retour des réfugiés. Le problème, c'est que ça ne marche pas. Et l'obstacle principal au retour des réfugiés, je l'ai mentionné, mais c'est le régime lui-même. Comment est-ce que le régime s'oppose au retour des réfugiés? Par exemple, vous avez de temps en temps une vidéo où on voit un général de l'armée syrienne qui menace ouvertement les réfugiés en disant peut-être qu'il y en a qui oublieront ce que vous avez fait, mais nous on n'oubliera pas, on se vengera, etc. Il y a un filtrage, par exemple, les autorités libanaises ont remis des listes de Syriens qui sont établis sur leur territoire qu'elles voudraient renvoyer en Syrie. Et donc les services de renseignement syriens, évidemment, consultent ces listes et barrent un certain nombre de noms de personnes qu'ils ne veulent pas voir rentrer. Et parfois, il s'agit, même apparemment souvent, de la majorité des gens qui sont proposés par les autorités libanaises. Ce qui est bien que, comme je l'ai dit, même les partis libanais pro-régime syrien se plaignent de la mauvaise volonté du régime pour ce qui est de reprendre les réfugiés. Le deuxième argument qui a été mis en avant par la Russie auprès des Occidentaux, c'est la question de la réforme politique, en disant on pourrait échanger un soutien économique à des réformes institutionnelles en Syrie. Raison pour laquelle la Russie a encouragé la mise en place d'un comité de réforme constitutionnelle. Le problème est que, encore une fois, le régime s'est montré très hostile à cette idée et qu'on sait que même si ça passait, c'est-à-dire que même s'il y avait une réforme constitutionnelle, ça ne changerait probablement pas grand-chose au fonctionnement du régime. Il faut rappeler ici qu'il y a déjà eu une réforme constitutionnelle en 2012, qu'en 2012 on a créé une constitution qui est assez profondément différente, en tout cas dans le texte, de la constitution précédente qui avait été édictée en 1973. Or, évidemment, le fonctionnement du régime n'a pas changé d'un millimètre. Donc les Occidentaux ne sont pas dupes de ces projets de soi-disant réformes politiques. Et en gros, les pays occidentaux, en tout cas ceux qui ont les moyens financiers, donc les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne principalement, sont très réticents. Ils ont l'impression que la Russie, enfin c'est pas une impression, c'est un fait, la Russie leur demande de payer pour que les compagnies russes puissent s'enrichir avec des contrats liés à la reconstruction. Puisque on voit bien que le peu de contrats qui ont été signés pour l'instant, c'est avec des compagnies russes et iraniennes, pour des raisons évidentes, ce sont les alliés du régime. Et donc, les Occidentaux ne sont pas naïfs au point d'aller débourser de l'argent pour que les compagnies russes puissent s'enrichir. Tout ça n'est pas très cohérent. Et au contraire, ce qu'on a vu, ça a été plutôt un renforcement des sanctions occidentales au cours des derniers mois, notamment du fait, alors ce n'est pas uniquement lié à la Syrie, c'est aussi lié aux tensions avec l'Iran. Les États-Unis notamment ont sanctionné le secteur pétrolier iranien qui approvisionnait la Syrie en pétrole, donc ce qui a créé des pénuries de pétrole en Syrie, qui ont eu un impact économique très négatif pour l'économie du régime. On a renforcé les sanctions contre l'entourage d'Assad. Je parle ici notamment de sanctions décidées par l'Union européenne, contre des hommes d'affaires qui sont des hommes de paille d'Assad, comme Samer Foz, par exemple. Il y a aussi des choses, alors là, qui viennent plutôt d'en bas. Je dirais que ce sont des organisations de défense de droits de l'homme, des Syriens, qui ont déposé des plaintes devant des tribunaux européens contre des hauts responsables syriens, responsables de violation des droits de l'homme. Notamment, l'année dernière, un tribunal allemand a publié un mandat d'arrêt contre le général Jamil Hassan, qui est responsable de très nombreux crimes depuis 2011. Et j'arrive, je vous rassure, à la fin de mon intervention, en parlant donc du dernier recours, si vous voulez, de la Russie, puisque ça a l'air assez mal embarqué pour obtenir des Occidentaux qui financent la reconstruction du pays. Les Russes ont essayé ont demandé à certaines monarchies du Golfe de s'y mettre, et en particulier aux Émirats arabes unis. Alors, c'est un peu paradoxal, on sait que les monarchies du Golfe ont soutenu les rebelles pendant une grande partie du conflit, mais les Russes ont ciblé le maillon faible, qui est les Émirats arabes unis, qui ont toujours été très réticents par rapport à toutes les révolutions arabes. C'est un pays qui est profondément hostile à toutes ces idées de révolution arabe, et qui a, avec un certain succès, la Russie, je dirais, a négocié une sorte de réconciliation entre les Émirats arabes unis et le régime syrien au nom de la contre-révolution et de la lutte contre l'islam politique.
Donc, ce qui a conduit notamment à la réouverture de l'ambassade des Émirats arabes unis à Damas à la fin de l'année dernière. Ceci dit, ce n'est pas allé beaucoup plus loin. Et là, c'est la source de déception pour la Russie, c'est que les Émirats, je dirais, ont rétabli diplomatiquement leurs relations avec le régime syrien, mais ça semble bloqué au niveau du volet économique. C'est également le cas du côté de la Jordanie. On s'attendait à ce que la Jordanie reprenne des échanges économiques avec la Syrie. Or, les choses traînent, vraisemblablement à cause des pressions américaines. Il faut rappeler quand même que les Émirats et la Jordanie sont des alliés proches des États-Unis, qui s'opposent à cette reprise des relations économiques entre ces pays et le régime syrien. Je vais m'arrêter ici, j'ai suffisamment parlé, et puis on va ouvrir maintenant la discussion. Merci. Merci beaucoup Thomas, c'est très intéressant. En fait, moi j'ai une question pour l'instant. À votre avis, quels sont les intérêts de la Russie et de l'Iran en Syrie? Autrement dit, pourquoi soutient-il le régime Assad? Alors, je vais essayer d'aller vite, de faire pas trop compliqué. D'abord, je pense que c'est des choses très différentes dans un cas et dans l'autre. Ils n'interviennent pas du tout pour les mêmes raisons. Il faut rappeler que l'Iran est intervenu presque tout de suite dans ce qui s'est passé en Syrie. D'abord de manière cachée, mais je dirais dès 2011, l'Iran a déversé des sommes énormes pour maintenir le régime à flot. On pense en fait à envoyer très très tôt des éléments du Hezbollah pour soutenir le régime. Je vais dire, c'est pas pour l'Iran, c'est pour le régime iranien, il y a un intérêt vital. Je dirais essentiellement, c'est que la Syrie, c'est l'arrière-cour du Hezbollah. Le Hezbollah, si vous voulez, pour le régime iranien, c'est le joyau de la couronne. C'est son principal instrument d'influence au Proche-Orient. Et il a besoin de contrôler la Syrie pour pouvoir protéger le Hezbollah, pour envoyer des armes au Hezbollah et pour assurer, la profondeur stratégique du Hezbollah. Je pense que c'est essentiellement ça, parce que, je veux dire, aujourd'hui, ça fait plusieurs années que pardonnez-moi l'expression, mais la Syrie est vraiment devenue un boulet pour l'Iran. C'est-à-dire que c'est un pays qui est détruit, c'est un pays qui coûte très très cher à l'Iran. Ouais. Par le passé, on pouvait dire que c'était simplement une alliance d'État-État, c'était intéressant pour l'Iran d'avoir un allié dans le monde arabe qui était un pays relativement influent, etc. Aujourd'hui, ça fait des années que la Syrie n'est plus un pays influent, c'est une sorte de champ de bataille régional. Donc on s'est dit, qu'est-ce que l'Iran a encore à défendre? Pourquoi est-ce que l'Iran a dépensé des dizaines de milliards de dollars pour maintenir ce régime à flot? Moi, je pense que ça a fort à voir avec le Hezbollah. Et que le régime iranien, dans sa forme actuelle, donc la République islamique, avec notamment un rôle central des gardiens de la révolution, pour se maintenir, a besoin de garder ces sortes de branches qu'il a à l'extérieur, en Irak, au Liban, en particulier en Irak et au Liban. Je sais que c'est une interprétation qui est très contestée, mais enfin voilà, c'est la mienne. Donc, pour le régime iranien, c'est quelque chose de vital. Pour la Russie, je dirais qu'il n'y a pas de... On a parlé pour la Russie une sorte qu'on appelle une guerre de choix. C'est-à-dire que la Russie ne défendait pas des intérêts vitaux en Syrie. Elle aurait pu ne pas intervenir et elle ne serait pas dans une situation catastrophique aujourd'hui, même sur le plan stratégique. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que la Russie est intervenue nettement plus tard dans le conflit. Elle est intervenue en 2015, pas en 2012 ou en 2013. Et c'est ce qu'on pourrait appeler une guerre d'opportunité. Je pense sincèrement qu'en 2012, la Russie n'envisage pas du tout d'intervenir directement dans ce conflit. C'est un processus qui s'est mis en œuvre à partir de 2013, à partir de l'histoire des armes chimiques. Quand elle s'est... Bon, vous connaissez tous l'histoire, hein, une attaque chimique perpétrée par le régime dans la banlieue de Damas. Les États-Unis menacent d'intervenir et puis au bout de 10 jours disent mais non, finalement on n'intervient pas, on va résoudre la question de manière diplomatique. Et c'est un tournant majeur parce que c'est là que la Russie se rend compte en fait il est vraiment sérieux Obama avec cette histoire de retrait de la région. Donc il y a une sorte de vide stratégique dont je pense que la Russie a pleinement pris conscience à ce moment-là et s'est dit là il y a une carte à jouer.
C'est-à-dire que cette région qui depuis des décennies, c'est un peu une chasse gardée des États-Unis, maintenant on a l'occasion d'y jouer un rôle qu'en fait on n'a pas joué depuis, que même je dirais la Russie, en fait j'ai vraiment jamais joué dans cette région. Mais c'est plus, si vous voulez, saisir une opportunité qui s'est présentée à eux que... Alors, parce que si on parle des intérêts stratégiques, on va vous parler du port de Tartous. Il faut quand même raison garder. Le port de Tartous, c'est pas Sébastopol, hein, pour ceux qui savent de quoi je parle. C'est en 2011, il s'agit d'utiliser certains quais du port de Tartous. C'est pas comme s'il y avait une grande base navale russe en Syrie. C'est une sorte de droit d'utiliser certains quais d'ailleurs, où on ne peut même pas envoyer tous les bateaux de la marine russe, parce qu'ils ne sont pas assez grands. Enfin, voilà. Aujourd'hui, bien sûr, la Russie, depuis 2015, a nettement développé ses infrastructures militaires en Syrie. Donc là, elle a de nouveaux intérêts stratégiques qui sont nés de son intervention. Elle a une grande base aérienne, à Hmimim, elle a développé ses bases navales, etc. Mais ça n'existait pas avant 2011. Oui. Voilà. Merci beaucoup, Thomas. Haïssam, est-ce que tu as des questions? Je vais revenir un peu sur la restauration. Bon, d'abord, quand j'ai lu le mot restauration dans les mails, je pensais au Québec et à l'Algérie au début, mais j'ai compris que c'était autre chose. J'aimerais revenir à la restauration du régime dans les endroits qu'il a reconquis. Donc, comme vous avez dit, il remet le mur de la peur et il instaure ce mur de la peur, mais je pense qu'il a aussi peur, ce régime a peur, parce qu'il sait que ce mur a été cassé, qu'il pourrait être cassé. Et c'est pour ça que vous dites qu'il ne veut pas que les réfugiés reviennent en Syrie, puisque en plus, à cause de la situation misérable des gens là-bas, à cause du pouvoir d'achat qui a chuté, il y a de la pauvreté. J'ai entendu par un de mes cousins qui vivait à Dera, qu'il y a carrément des familles qui étaient presque mortes de faim. Et donc je pense, avec la violence du régime, plus reconstruire que des statues de Bachar et de Hafez et rien d'autre, plus la chute des pouvoirs d'achat, il pourrait y avoir un deuxième soulèvement, un deuxième grand soulèvement dans toute la Syrie. Et je pense que c'est pour ça, c'est ce que vous avez dit en d'autres mots, c'est pour ça que le régime syrien ne veut pas le retour des réfugiés, puisqu'il a peur. Maintenant, c'était pas une question, mais j'ai une question par rapport à la position de la France, de l'Union européenne, des États-Unis par rapport à la situation syrienne. Au Idlib, quand vous avez parlé d'Idlib, il n'était pas présent dans votre discours, à aucun moment. Quand vous avez parlé de la reconstruction de la Syrie, ils ne veulent pas y participer, c'est une bonne chose évidemment, mais qu'en pensez, enfin, j'ai l'impression que leur avis, leur position par rapport à la Syrie est totalement neutre. Est-ce qu'ils vont laisser la situation continuer comme aujourd'hui, puisque ils ont laissé la situation. Il y a eu des attaques chimiques, ils avaient dit qu'on allait intervenir, et puis ils sont pas intervenus. Donc ils ont laissé la Russie prendre le contrôle, ils ont laissé l'Iran prendre le contrôle, et on est arrivé jusqu'à là. Le régime syrien qui réinstaure le pouvoir dans le pays, des réfugiés syriens dans le monde entier, enfin une misère. Est-ce qu'ils vont continuer à suivre cette politique de juste subir C'est une question très générale, désolé, pour ouvrir peut-être une discussion. Merci. Bon, je veux dire, c'est vrai que si on regarde ce qui se passe maintenant, on a des bombardements extrêmement violents, meurtriers sur la province d'Idlib, des déplacements de populations gigantesques et pas grand-chose qui se passe du côté des gouvernements occidentaux. Maintenant, il y a peut-être une ligne rouge. Alors, je sais que ça ne fait pas très sérieux de parler de ligne rouge, sachant ce qui s'est passé la dernière fois qu'Obama a parlé de ligne rouge en 2012. Mais je dirais que comme la Turquie, les Occidentaux, enfin surtout les Européens, ne
veulent pas qu'il y ait une offensive du régime qui reprendrait toute la région d'Idlib, parce qu'ils sont aussi inquiets que la Turquie, de voir 1 million de Syriens supplémentaires débarquer en Turquie, sachant que la Turquie a déjà utilisé cet argument qui est de dire si ça arrive, comptez pas sur nous pour les garder en Turquie. Voilà. On ouvrira les frontières et puis vous vous débrouillerez avec ça. Donc voilà, il y a peut-être, mais je dirais que malheureusement c'est évidemment très égoïste, mais si vous voulez, ça n'intéresse les gouvernements occidentaux que s'ils sont directement concernés par la situation, si ça a un impact direct sur leurs intérêts. Et donc là, on a parlé des gouvernements occidentaux. Qu'en est-il des peuples? Est-ce qu'il y a un devoir sur le peuple au regard de la situation humanitaire qui se passe en Syrie? Puisque le peuple dans le monde entier, dans tous les pays, était globalement assez indifférent par rapport à il n'y avait pas de mouvement, aucun mouvement humanitaire, aucun très grand mouvement humanitaire au regard de la Syrie. Est-ce qu'on peut se diriger dans cette direction? Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Parce que, puisqu'on dit la France c'est une démocratie, les États-Unis c'est une démocratie, il y a la gouvernance par le peuple, mais je n'ai pas du tout l'impression que c'est le peuple qui décide de ce qu'on fait en Syrie si on intervient ou pas pour aider le peuple syrien. Je veux dire, le peuple français, selon moi, est touché directement par l'action ou l'inaction de la France en Syrie. C'est le régime syrien qui a fait de la Syrie cette terre fertile pour les terroristes, qui a ensuite touché la France. Alors bon, moi je vais peut-être pas répondre par rapport à ce qu'il faudrait faire. Évidemment, j'ai mon opinion là-dessus. Moi, j'ai pensé depuis 2012 qu'il fallait intervenir. Mais bon, l'histoire, c'est l'histoire. Elle s'est passée comme elle s'est passée. Maintenant, je vais juste jouer mon rôle d'analyste, c'est de dire que, bon, d'abord, le fait est qu'on a constaté qu'il y a surtout eu des mobilisations, en fait, au moment où il était question que les Occidentaux interviennent. Dans 2013, quand le régime, c'est là finalement peut-être qu'on a eu plus de mobilisation populaire. C'était justement pour demander qu'ils n'interviennent pas. Donc c'est plutôt dans ce sens-là que se font les mobilisations. Et aussi, je dirais, parce que la logique ici, c'est que c'est évidemment beaucoup plus facile de créer des mouvements d'opinion efficaces quand ce sont des gouvernements alliés de nos gouvernements qui commettent des exactions. Je dirais que c'est plus... On voit bien, d'ailleurs, il se passe plus de choses au niveau, par exemple, de ce qui se passe au Yémen, où on a un certain nombre de gouvernements occidentaux qui annulent des ventes d'armement à l'Arabie Saoudite, par exemple. Mais là, l'Arabie Saoudite étant notre allié, on a des moyens de pression réels. Quels sont les moyens de pression directs que l'on aurait sur le régime syrien? Je veux dire, les pays qui peuvent faire pression sur le régime syrien, c'est l'Iran et la Russie, qui sont ceux qui, de toute façon, pratiquent les pires exactions en Syrie. Donc, malheureusement, ça va être un peu bouché. En fait, j'ai juste une petite remarque concernant ce que tu as dit, Wissam. Tu as dit il y aura un deuxième soulèvement. Est-ce que pour toi, ça veut dire que la révolution est terminée, à ton avis? Je peux avoir une question. Je pense que ça dépend de ce qu'on entend par la révolution. C'est un mot, je pense, difficile à définir. Mais pour moi, le soulèvement est terminé ou presque terminé. Le régime syrien a pris le contrôle sur le territoire. Ça ne veut pas dire que la cause n'est plus là. La cause est dans beaucoup de Syriens qui soient dans la Syrie ou à l'extérieur de la Syrie. Mais je ne pense pas que la révolution ou le soulèvement qui a démarré le 18 mars 2011 puisse faire tomber le régime syrien. Je pense qu'il est nécessaire et pas suffisant d'avoir un deuxième soulèvement, un deuxième très grand soulèvement. Dans la Syrie, je pense même dans le monde entier. Il faut un soulèvement dans le monde entier pour qu'on puisse faire Ah oui, ça serait super. Peut-être le public peut nous joindre dans cette discussion. Oui, bien sûr.
Excusez-moi, je suis arrivée en retard. Je ne sais pas si vous avez parlé du Golan. J'étais très choquée d'entendre que M. Trump a dit que le Golan appartenait à Israël. Enfin, celle-là, je ne concernais pas. Donc ça, c'est une question. J'ai 2 ou 3 autres points à soulever, j'en profite. Vous avez parlé de la France. Moi, je suis née en 38. Pour moi, il y a la France avant l'Union européenne et la France membre de l'Union européenne. Ce n'est pas du tout la même chose. Il ne faut jamais oublier ça. Et ensuite, je voudrais poser la question toute bête qu'on pose toujours, à qui profite le crime, à part les marchands d'armes, éventuellement, entre autres. Et la dernière question, c'est, vous avez parlé donc de la France, de l'Union européenne, mais je n'ai pas entendu parler du Conseil de l'Europe. Bon, je sais que malheureusement, il est complètement bouffé par l'Union européenne, mais quand même, il y a quand même le Conseil de l'Europe, il y a l'ONU, il y a la Cour internationale de justice. J'ai appris il n'y a pas longtemps que la France a été menée devant la Cour internationale de justice pour ses essais nucléaires dans le Pacifique il y a 56 ans. Et actuellement, elle est devant la Cour de justice internationale. Donc il y a peut-être quand même des choses à faire, mais je ne sais pas comment faire. Voilà, excusez-moi. Vous voulez répondre tout de suite? Peut-être on en prend plusieurs. Bonsoir, merci pour le débat et pour l'intervention. Moi, ma question, c'était, il me semble qu'il y a 2 ans, au moment de la chute d'Alep, la région de Grand Idlib n'était pas dominée par les djihadistes. Et tout le monde à l'époque disait que si on fait rien, si rien n'est fait, la région finalement tombera dans les mains des djihadistes. À l'époque, il y a 2 ans, il y avait une résistance civile, il y en a toujours un peu, mais il y en a toujours beaucoup. À l'époque, il y avait une résistance civile assez importante contre la domination des djihadistes et les groupes d'armées affiliés à l'armée syrienne étaient assez importants dans la région pour éventuellement résister à la domination djihadiste. Mais depuis 2 ans, quels sont les facteurs éventuellement régionaux et locaux qui ont permis la domination des groupes djihadistes dans cette région? Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci. C'est pour rebondir sur ce qu'a dit monsieur sur l'apathie des peuples occidentaux. Est-ce que c'est pas aussi une illustration en tout cas dans ce cas-là, de la victoire en termes de propagande de la Russie, etc. C'est-à-dire qu'en France, en tout cas, et j'ai l'impression malheureusement dans le reste de l'Europe, et même, on avait été question à un précédent colloque au Maghreb, le discours Assad le chaos, Assad les djihadistes, etc. est en fait devenu le discours dominant. J'ai l'impression qu'en France, on pourrait penser que maintenant c'est tombé parce qu'on voit qu'on a eu Assad et le chaos. Mais en avril dernier, j'ai encore entendu le président du plus grand think tank français des relations internationales, Jean Livry, pour pas citer, redire quand on parle de l'État d'Orient, etc., on se rend compte qu'il ne fallait pas intervenir parce que c'est ça le chaos. Donc est-ce que c'est, au-delà de l'apathie morale, est-ce que c'est pas une victoire en termes de communication de propagande? Ma question un peu brutale, mais pourquoi pensez-vous que la Russie ne se débarrasse-t-elle pas de Bachar al-Assad à présent? Alors, donc, j'ai 2 questions. D'abord, est-ce que le jeu d'alliance dans la région peut évoluer? Et la deuxième question, c'est est-ce qu'on peut envisager un changement de président en Syrie dans le futur? Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est plus une remarque qu'une question, mais vous avez parlé de l'argent qui n'est pas disponible pour la reconstruction. Mais certains pays européens et l'Union européenne financent de l'action humanitaire à hauteur de plusieurs centaines de millions d'euros dans différentes zones de la Syrie.
Et on voit que même l'aide humanitaire, et c'est une difficulté pour les acteurs humanitaires, est adossée au positionnement diplomatique des différents pays qui donnent cette aide humanitaire. La France actuellement ne finance l'aide humanitaire que dans la zone d'Afrine, ne finance plus dans la zone d'Idlib et ne finance pas dans les zones contrôlées par le gouvernement, ce qui fait que ça limite un peu la couverture géographique de l'aide humanitaire qu'on peut mettre en œuvre avec des fonds français dans la zone. Actuellement, il y a une évolution du positionnement de certains bailleurs internationaux. La ligne européenne n'est pas claire. Par exemple, la coopération allemande finance actuellement des projets à Alep, ce qui n'est pas le cas de la France, qui maintient sa position de non-financement d'actions humanitaires en zone contrôlée par le gouvernement. Donc je voulais connaître votre opinion sur un peu l'évolution du positionnement des différents bailleurs. La copée anglaise, par exemple, finançait beaucoup les conseils locaux dans le gouvernement d'Idlib jusqu'à la reprise par Hayat Tahrir el-Sham. Voilà, donc je suis intéressée de connaître un peu votre analyse sur un peu ces changements d'investissement dans l'action humanitaire et le soutien aux populations civiles dans les différentes zones en Syrie. Je vais commencer par vous. En fait, j'ai un peu honte parce que vous connaissez beaucoup mieux cette question-là que moi, je le constate. Mais bon, j'ignorais que les Allemands finançaient des projets à Alep, etc. Donc, je veux peut-être vous remercier pour ce complément d'information, mais je ne suis pas sûr que je pourrais y ajouter quelque chose de vraiment intéressant. Mais merci en tout cas, parce que pour le coup, c'est très précieux. J'ai suivi ça, notamment l'évolution de la position britannique, mais j'ai pas grand chose à en dire. C'est pas très surprenant, c'est sans doute regrettable, mais bon, j'ai pas vraiment, en tout cas, de choses très pertinentes à en dire comme ça sur le vif. Je vais essayer de prendre une question par personne. Le Golan, j'en ai pas parlé, parce que c'est une question, je dirais. C'est une question de droit international qui est, je pense, assez facile à trancher. Le droit international dit que le Golan est syrien, pas israélien. Donc, c'est une question assez simple, je pense, sur laquelle il n'y a pas vraiment de débat, enfin, pas aux États-Unis, bien sûr, mais dans le reste du monde, il n'y en a pas. J'en ai pas parlé parce que c'est pas non plus, une question urgente au sens où, c'est pas là qu'il y a des morts tous les jours pour l'instant en Syrie. Alors il y avait la question, les facteurs qui ont amené à la domination djihadiste sur Idlib. Je dirais qu'il y a quelque chose qui est intrinsèque à la nature quand même des groupes en présence. C'est que ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a des groupes qui malheureusement, qui sont les plus radicaux et les plus fanatiques. Les djihadistes sont bien meilleurs quand il s'agit de combattre d'autres groupes rebelles. Et que d'autres groupes rebelles, en fait, n'arrivent tout simplement pas à convaincre leurs combattants qu'il est légitime de tuer d'autres Syriens qui se battent contre Assad. Il y a un problème vraiment je dirais simplement d'endoctrinement. C'est-à-dire que dans des groupes djihadistes, on les convainc que l'ennemi, certes, c'est Assad, mais c'est aussi tous ces mauvais rebelles qui n'ont pas des doctrines correctes et qui sont en fait des apostats, etc. Là où, notamment dans les groupes de l'armée syrienne libre, etc., il n'y a pas du tout ce type d'endoctrinement. Je veux dire, l'ennemi c'est Assad, et puis après on est tous copains. Et donc, une fois qu'il y a des combats avec d'autres factions rebelles, parfois, et c'est ce qu'on a vu dans le cas à Idlib, quand il y a eu les combats entre Hayat Tahrir el-Sham et Ahrar el-Sham, c'est qu'il y a beaucoup d'unités d'Ahrar el-Sham qui n'ont même pas combattu. Ils ont signé parfois des accords de non-agression. Donc, il y a un vrai problème idéologique, et je dirais que malheureusement, ça profite toujours aux plus extrémistes, ce genre de situation. Et puis, c'est vrai aussi que quand même, cette situation d'abandon généralisé par la communauté internationale, ça n'a pas aidé ceux qui sont moins radicaux à garder le moral et ça a fait évidemment énormément de tort à leur cause et bien sûr à la chute d'Alep. Et c'est d'ailleurs un argument, on l'a bien vu, c'est-à-dire que quand Alep est tombé, Hayat Tahrir el-Sham a utilisé beaucoup cet argument en disant regardez tous ces groupes qui ont pactisé avec la Turquie et les Occidentaux, aujourd'hui on les laisse tomber.
C'est nous qui avions raison, c'est notre ligne idéologique qui était la bonne, celle du refus, même si en réalité ils pactisent autant avec les Turcs que n'importe quels autres, mais ils prétendent que non. Mais c'est vrai qu'en tout cas ça leur a permis je dirais, ils ont gagné des points en termes de propagande, et ça leur a servi dans leur entreprise hégémonique pour établir leur contrôle sur la région d'Idlib. Alors la question, la victoire de la propagande, oui, bien sûr. On sait que la Russie déploie des moyens importants pour faire entendre ses vues, que ce soit de manière, je dirais, officielle, via des chaînes de télévision que je ne nommerai pas, ou de manière beaucoup plus clandestine, avec des bots sur Twitter et des fermes à clics à Vladivostok, et toute une manipulation, effectivement, dans des réseaux sociaux. Alors, c'est-à-dire que cette stratégie, elle est réelle. Il suffit de voir le positionnement idéologique des chaînes de télévision russes, qui est quasiment, qui est très très proche des médias d'extrême droite français, par exemple, sur toute une série de questions. Mais en même temps, je dirais, cette victoire, elle est aussi possible parce que l'opinion publique, elle était prête d'une certaine manière pour une partie du message. Et que, évidemment, dès qu'il est question de terrorisme, et quand il est plus que question, je veux dire, quand ça se passe vraiment dans les rues de Paris, ou quand il est question, évidemment, toute cette thématique des minorités, on sait que c'est des choses qui marchent très très bien avec les opinions publiques occidentales et que c'était pas forcément très compliqué. Et je dirais que ça prenait avant même. On sent que la stratégie russe, elle devient vraiment extrêmement construite, notamment en termes de manipulation des réseaux sociaux. Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment au moment de l'intervention russe en 2015, en tout cas en ce qui s'agit de la Syrie, mais que la formule, elle prend déjà plusieurs années avant, avec la montée de l'État islamique, etc. Alors, est-ce que les Russes... Il y avait deux questions, en fait, que je pense qui étaient un peu liées. Hein. C'était est-ce que la Russie peut se débarrasser d'Assad et est-ce qu'il peut y avoir un changement de président? J'aurais tendance à penser que non. Et je pense que ça a à voir avec la nature du régime syrien. Le régime syrien, ce n'est pas un régime d'institution. Ce n'est pas l'Algérie ou l'Égypte. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en Égypte, vous aviez la présidence, je parle de 2011, hein, l'armée. Voilà, l'armée a laissé tomber le président, on a changé le président, on a fait des élections. L'armée n'était pas contente du président qui avait été élu, elle l'a remplacé. Bon, elle a mis un général à sa tête. Je pense qu'en Égypte, on peut très bien imaginer qu'il y ait un moment une chute du maréchal Sissi qui soit remplacé par un autre général, mais ce qui tient l'Égypte fondamentalement, c'est l'armée égyptienne. Comme je pense qu'en Algérie, ce qui tient l'Algérie, c'est l'armée algérienne. La Syrie, ça ne marche pas comme ça. Il faut penser à une structure de type mafia ou cartel. C'est la famille Assad, c'est des familles parentes, amies, proches d'une manière ou d'une autre, les Makhlouf, Ismaïl, Shalish, enfin voilà, c'est plus un cartel de famille. Et ce qui est frappant, c'est que vous allez voir qu'il y a des membres de la famille Assad ou de la famille Makhlouf dans des institutions politiques. Vous allez trouver des cousins qui sont dans l'armée, d'autres dans les renseignements, d'autres dans le milieu des affaires. Donc en fait, c'est un réseau de familles qui contrôle la Syrie. Mais ça veut dire que si vous enlevez la tête, il y a de fortes chances que tout l'édifice s'écroule. C'est pas un régime d'institution où on peut changer les têtes en gardant les piliers du système en place. Et je pense que la Russie est bloquée pour cette raison, et aussi parce que, ça c'est la grande chance, entre guillemets, d'Assad, c'est qu'il n'a pas un patron, mais il en a deux. Il a la Russie et l'Iran. Que si les Russes lui mettent trop la pression pour faire des réformes, il peut se dire « Ah, mais moi j'ai aussi l'Iran ». Et il peut jouer sur cette rivalité pour se maintenir là où il est, ce qu'il fera, je pense, pour un certain temps encore. Et ben voilà, j'avais fait le tour des... Le Conseil de l'Europe, l'ONU, la Cour internationale de justice... Alors le Conseil de l'Europe, je ne peux rien vous en dire, parce que je n'ai jamais entendu parler du Conseil de l'Europe dans le Conseil syrien. Il fêtait ses 70 ans cette année. Je m'en réjouis, mais bon... Oui, mais bon, parlons de l'ONU, l'ONU, rien, en fait, elle ne fait rien. Je veux dire, à part faire des campagnes sur Twitter pour dire le monde vous regarde, adressé aux gens qui bombardent en ce moment Idlib, ça fait 8 ans que le monde les regarde bombarder la Syrie et ça n'y change rien. Donc voilà quoi, on est réduit l'ONU, elle fait un peu d'aide humanitaire, même parfois beaucoup, mais dans des conditions parfois assez problématiques parce que ça implique un certain nombre de... Et la Cour internationale de justice ?
Moi, j'ai pas entendu qu'il s'était passé quoi que ce soit. Voilà, et si ça bouge au niveau judiciaire, c'est plus, d'après ce que je sais, je ne suis pas expert de ce dossier, mais c'est plus au niveau de juridiction nationale. Il y a des tribunaux allemands, il y a des initiatives de ce type qui ont lieu en France, etc. Mais ça vient de là plutôt que de la Cour internationale. Quant à l'Union européenne, il faut bien en attendre. Il faut noter ce qu'elle a fait en Yougoslavie. Je crois qu'on ne peut rien en attendre. Et je me permets d'ajouter un petit point que j'ai oublié tout à l'heure. Si vous me permettez, l'Occident a soutenu le président de Bosnie pendant le drame yougoslave. Et ce président de Bosnie était l'auteur d'une déclaration islamique. L'avez-vous lu? J'ai lu un de ses livres, je ne sais pas si c'est celui-là, mais... La déclaration islamique a été éditée la première fois en 70, il a été emprisonné par Tito à cause de ça, et il a réédité en 90. Il faut lire ce texte. Il y a le projet de construire un État islamique du Maroc à l'Indonésie et de l'Afrique à l'Asie centrale, et avec incompatibilité totale des valeurs de l'islam avec ceux de la République. C'est son idée à lui, hein, ça ne représente pas du tout l'islam. Il faut quand même connaître ce texte. Peut-être qu'il y a des... je suis d'accord, mais ça nous emmène assez loin de la Syrie quand même. Oui. Non, mais quand on parle du terrorisme, il faut connaître ce texte. Il a été soutenu par l'Occident au détriment de nos adversaires des deux guerres mondiales. Je pense qu'on va peut-être repartir sur la Syrie. On laissera Yougoslavie pour... je voulais juste revenir sur la propagande. En effet, tout à fait d'accord avec vous. Ça a très bien marché. Je voudrais ajouter que ce n'est pas seulement la propagande de la Syrie et de la Russie. Peut-être intentionnellement, peut-être pas, je ne sais pas. Mais les médias occidentaux ont participé à cette propagande. Moi, je l'ai vécu moi-même. Ce n'est pas une théorie de complot que j'ai construite. Une fois, quand j'avais 16 ans, j'étais invité à un plateau de télé sur Canal+, je précise, parce que j'étais un jeune Syrien réfugié. Et donc, je leur avais expliqué avant, ils savaient, je venais de Dera, là où la révolution a commencé. J'étais resté là-bas de mars jusqu'à janvier 2012, mars 2011 jusqu'à 2012. Donc Daesh n'était pas encore en Syrie à ce moment-là, ou on ne la voyait pas en tout cas. Et toutes les questions qu'on m'a posées, c'était sur Daesh. Pas une seule question sur ce que j'ai vu en Syrie. Peut-être que ça n'est pas volontaire, puisque les populations aiment bien voir ces questions, ces images sur Daesh, etc. Et peut-être pas, je ne sais pas, mais en tout cas, ça a participé à cette propagande. Et ce n'était pas la seule fois que ça m'est arrivé. Il y a évidemment d'autres médias sur lesquels j'ai pu dire ce que je voulais, j'ai pu témoigner, mais beaucoup de médias ne me parlaient que de Daesh, alors que je les connais autant que n'importe quel Français qui a vécu ici. En fait, justement, j'avais une question pour toi, Thomas, pour vous, Thomas, pardon, excusez-moi. En fait, ça fait un moment que les médias ne parlent plus de Daesh. C'est quoi exactement la situation actuelle de Daesh maintenant en Syrie? Parce qu'on a l'impression que Daesh est disparu comme ça, en fait, d'un jour au lendemain. Disons, Daesh ne contrôle plus de territoire en Syrie. Mais Daesh garde des activités militaires en Syrie, des opérations de guérilla, c'est-à-dire il mène des opérations à la fois dans les zones sous contrôle de l'administration kurde, où sont les militaires américains, et aussi dans le désert au centre de la Syrie contre les forces du régime. Alors on pourrait dire que c'est une capacité d'action qui a l'air relativement résiduelle, mais qui pourrait s'accroître à l'avenir. Oui, moi je voudrais revenir sur la propagande. Moi je ne suis pas du tout d'accord avec l'histoire du fait que ce serait la propagande russe et du président Assad qui aurait gagné. Moi je pense que le problème il est bien plus grave. Je pense que les Européens, premièrement, ne sont plus du tout politisés. Les jeunes n'en parlent pas.
et encore, ça commence à frémir sur le climat, mais il y a 40 ans de retard. Bon. Mais grosso modo, les Européens ne sont plus ni en démocratie véritable, et deuxièmement, plus du tout politisés. Moi, je sais que j'ai pas l'âge de madame, mais pas loin, et on était dans la rue pour bien moins que ça, sans arrêt, il y a 45 ans. Hein? Donc, ça c'est un fait, parce que moi j'ai toujours pensé aussi que par exemple, les brigades internationales en Espagne, il y aurait dû avoir des milliers de jeunes qui seraient partis pour aider par exemple les Kurdes, qui sont la seule entité musulmane qui essaie d'être démocratique, anti-machiste, etc. Enfin, qui essaie, je dis, c'est pas évident. Mais bon, au lieu de soutenir cette saloperie de Daesh. Mais voilà, donc c'est comme ça. Moi je pense que malheureusement, il n'y a plus du tout de politisation en Europe. Et les Européens se taisent, et les Français en premier lieu. Point barre. Je pense que les deux problèmes sont liés. Quand les gens entendent à la télévision des choses et leur contraire tout le temps, ils s'intéressent moins à la politique. Et juste, qu'est-ce que vous avez dit sur la seule entité? Juste, je voulais revenir, j'ai pas bien entendu. Qu'est-ce que vous avez dit sur la seule entité musulmane qui voulait la démocratie? Non, je veux dire, de manière, si on pouvait aller soutenir une force quelconque, à part les révolutionnaires syriens, ça serait aussi les révolutionnaires. Ils ont reçu plein de ça. Pour moi, il n'y aurait pas le centenaire qui est aussi complètement méprisé par toute l'Europe et Pardon. Je pense que les révolutionnaires syriens auraient bien aimé être méprisés comme ça, parce que, je veux dire, les Kurdes, ils ont quand même reçu le soutien de l'aviation américaine, et ils l'ont toujours. Ça fait 5 ans que c'est le cas. Ils sont sous parapluie militaire américain. Alors que les révolutionnaires syriens ont été totalement abandonnés. Il faut quand même rappeler c'est un fait essentiel. C'est l'un des exemples de comment les Occidentaux sont touchés par les minorités en Syrie. Les Kurdes, c'est une minorité, on les attaque, donc il faut les défendre. Et comme il a dit, on a oublié d'autres gens qui vivent en Syrie qui sont soumis à la même répression. Moi, je voudrais poser une question à Maurice. Oui. Je suis très content de le revoir et je suis très heureux qu'il puisse participer à cette conférence. On est très fiers de son parcours depuis qu'il est arrivé en France jusqu'à aujourd'hui. Mais j'aimerais l'entendre sur comment il vit son expérience en tant que révolutionnaire syrien, arrivé en France, et puis son parcours depuis qu'il est arrivé ici, ses relations avec ses amis révolutionnaires syriens et comment eux, leurs ambitions et comment ils peuvent éventuellement envisager l'avenir et dans quelles conditions, et dans quelles mesures on peut travailler avec eux dans le soutien et le renforcement de la lutte du peuple syrien. Merci. Le renforcement de quoi? Le renforcement du soutien et la lutte du peuple syrien. Merci beaucoup pour ces compliments. Je ne sais pas si j'ai le temps de raconter tout ça, mais malheureusement, en ce moment, je suis très pessimiste par rapport à la situation syrienne. Je l'ai dit tout à l'heure, moi je pense qu'il faut un soulèvement dans le monde entier pour changer la situation et pas qu'en Syrie. J'ai des amis qui sont à Damas, ils sont à la fac, et comme vous l'imaginez, je pense, ils pensent à finir leurs études avec la Syrie. Voilà. Je pense que ça résume beaucoup de choses. Bonsoir. Je voulais revenir sur le point restauration du régime. Et vous avez parlé notamment du fait que les statues de Hafez el-Assad sont reconstruites. J'ai un ami dont la famille est encore à Dera qui me racontait qu'il y a peut-être un mois, ils ont essayé de reconstruire la statue, mais la population a manifesté, alors je crois pacifiquement. Est-ce que ça n'a pas l'idée de ce que vous disiez que le mur de la peur serait revenu? Est-ce que la population n'a pas toujours pas cassé définitivement ce mur? Et peut-être une petite question, si vous avez encore le temps, c'est quoi cette tache verte au sud de la Syrie dont vous n'avez pas parlé? Oui, merci.
Alors, je pense que pour ce qui est de ces manifestations, d'ailleurs, il faut rappeler que, comme je l'ai dit, dans certaines localités de la province de Dera, il y a ce système très particulier où les troupes du régime ne sont pas entrées l'été dernier quand elles ont repris la province. C'est pour ça qu'il y a des manifestations. C'est-à-dire que dans ces localités ou ces quartiers de la ville de Dera où il y a eu des manifestations, c'est parce qu'en fait le régime n'est pas revenu, il n'est pas revenu avec les services de renseignement, etc. Il est autour. Donc à l'intérieur, les gens en gardent une certaine forme de sécurité. Je peux vous dire que, sauf erreur de ma part, dans les régions où le régime a réellement rétabli le contrôle sécuritaire, comme dans la Ghouta de Damas, on ne manifeste pas pour protester contre les statuts du régime, parce que le prix à payer est évidemment pas le même. Donc je dirais que malheureusement, c'est un peu une exception, ces endroits où le mur de la peur est toujours pas reconstruit, mais c'est pour des raisons vraiment de qui contrôle quoi sur le terrain. Et votre question, oui, la tache verte, bah, c'est l'autre zone sous protection américaine. Donc, il y a ici un poste frontière qui s'appelle Taneuf, qui est une base américaine, que les États-Unis, où il y a des troupes américaines et quelques groupes rebelles syriens qui sont directement équipés par les États-Unis. Et c'est une base qui avait été utilisée initialement pour mener des opérations contre Daesh dans le désert. Et d'ailleurs, les rebelles, à une époque, c'était en 2017, avaient contrôlé quasiment tout ça. Et en fait, ils ont vraiment été les dindons de la farce, c'est-à-dire qu'ils ont chassé Daesh d'une grande partie du désert, et c'est le régime qui a pris ces territoires. Et les Américains ne les ont pas protégés. Les Américains ont établi une sorte de périmètre autour de leur base. Je crois que c'est 50 km, en disant, bon, il n'y a personne qui s'en approche, mais c'est tout. Et donc, ils gardent cette base au milieu du désert. C'est pas énorme, hein, c'est pas gigantesque, enfin voilà. Explication. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, alors j'ai encore des questions si c'est possible. La première, très rapidement, c'est sur la reconstruction. Vous avez fait le parallèle avec 2012, vous avez dit quand il y avait des plans, le plan Mandan, etc., ça n'a rien donné, donc les Occidentaux ne veulent pas commettre la même erreur. Est-ce que la différence, c'est pas qu'à l'époque, on avait entre guillemets rien à monnayer, est-ce qu'aujourd'hui on ne pourrait pas, puisque vous dites qu'il y a de l'argent nulle part en fait, pour reconstruire la Syrie, utiliser ça comme levier de pression en fait, pour imposer ou essayer de retrouver une influence? Et la deuxième question, qui est peut-être un peu large, c'est pour reprendre la discussion sur la vision en Occident, sur les médias, etc. Est-ce que ça ne pose pas aussi une question qui est plus large, qui est celle de la coupure entre le monde de la recherche et le monde des médias? Parce que sur ce sujet-là, je pense que c'était le plus spectaculaire entre la quasi-unanimité du monde académique, à l'exception d'un maître de conférence de Lyon sur l'analyse. Voilà, de dire en gros le problème de fond, c'est le régime d'Assad, etc. Et ce qu'il y avait de l'autre côté, les médias qui étaient soit les rebelles étaient déjà décidés dès le début, soit, quand on est plus modéré, de dire le genre de poncif sur les Kurdes et leurs guerrières aux cheveux au vent qu'on a entendu. Donc est-ce qu'il n'y a pas eu un problème sur celui-là entre le monde de la recherche et le monde des médias et le monde des politiques, et le monde de la recherche qui n'arrivait pas à faire entendre ça? Est-ce que ouais. En fait, justement, je ne voudrais pas généraliser, si vous voulez, un jugement sur les médias. Tout simplement parce que depuis 2011, je suis régulièrement en contact avec des journalistes, je suis régulièrement interrogé. Et je pense que les journalistes qui font très bien leur travail jusqu'à présent et qui proposent une vision, je trouve analytiquement très solide de ce qui se passe. Donc je pense qu'il ne faut pas généraliser, mais c'est vrai que parfois il y a des tendances lourdes qui sont, vous l'avez mentionné, hein, toute cette iconographie des Amazones guerrières, par exemple. Et là on est... Je ne parlerai pas c'est pas une coupure, et attention, hein, c'est pas juste les gens du Monde et de Libération qui s'adressent, qui me...
qui s'adressent à moi ou à d'autres chercheurs. Je veux dire, il y a des titres, enfin, beaucoup plus, entre guillemets, populaires qui le font aussi. Hein, c'est pas... Enfin, je sais pas, j'ai un peu du mal à expliquer la situation, mais voilà, je pense que le problème se situe pas vraiment là. C'est pas un manque de dialogue avec les chercheurs, c'est que parfois c'est la machine médiatique aussi, le fait, la nature même en fait du cycle de médias, on passe à autre chose. Et puis il y a évidemment ces objets qui deviennent, qui vont retenir toute l'attention, le terrorisme djihadiste. Voilà. C'est pas une analyse très articulée, mais j'espère que l'idée est passée. Et votre autre remarque, oui, en fait, moi, ce dont je parlais en 2012, c'était pas le plan Annan, c'était comment le régime syrien lui-même s'était donné une nouvelle constitution, qui était, pour le coup, vraiment, il y avait des vraies différences avec la constitution de 73. Ça n'a évidemment aucune espèce d'impact. Alors, si on en vient au plan Annan, donc, qui était de négocier une transition, je dirais malheureusement, on avait plus à monnayer à l'époque. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait cette incertitude sur laquelle on n'a malheureusement pas du tout joué, qui aurait été d'abord de jouer sur... Il y avait encore une grosse incertitude du côté du régime et des Russes sur ce qu'étaient les intentions réelles des États-Unis. Et ils n'avaient pas encore compris à quel point Obama était non interventionniste. Je pense que s'il y avait eu un peu plus d'ambiguïté à ce moment-là, on aurait peut-être pu obtenir plus de choses de la Russie. C'est-à-dire qu'en gros, ce qu'il fallait obtenir de la Russie, c'était qu'elle dise qu'Assad devait partir et qu'il fallait faire une transition telle que demandée dans le document de Genève. Et il y avait aussi cette idée que peut-être qu'il fallait... À l'époque, c'était vraiment le moment où l'insurrection était quand même vraiment en expansion. Cette idée que peut-être expliquer clairement aux Russes qu'il y avait le risque qu'ils perdent tout s'ils ne transigeaient pas à ce moment-là. Bon, bref, encore une fois, c'est de l'histoire. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que je pense que l'argent ne convaincra jamais le régime de... C'est un régime qui préfère régner sur la misère et les ruines pendant un siècle plutôt que de se saborder lui-même. Je veux dire, c'est des régimes qui peuvent survivre longtemps dans ce genre de circonstances. Je veux dire, si vous repensez à l'Irak sous Saddam, la dernière décennie, l'Irak qui est sous embargo, etc., qui est dans une condition économique désastreuse, qui ne s'est jamais remis de la guerre de 91, etc. Mais en 2003, quand les Américains arrivent, je veux dire, il n'y a aucun signe que Saddam est menacé par quoi que ce soit sur le plan intérieur. Peut-être qu'il serait toujours là si les Américains n'avaient pas renversé. C'est des régimes qui peuvent se maintenir dans la misère et qui, je pense, préfèrent la garantie de perdurer aussi longtemps que possible à toute perspective de récompense économique.